Bonjour, bienvenue à cette deuxième mouture de l'Abécédaire. Cette émission au service des auteurs, éditeurs, poètes du territoire se veut à la découverte des métiers présentés en plus d'exposer les œuvres des écrivains. Notre premier invité se veut le témoin du 20e siècle. Il raconte des histoires du passé. Nous sommes allés sur le bord de la baie, dans la maison d'un homme natif de Maria qui a pratiqué son métier à Québec et qui est revenu, pour sa retraite, s'installer sur nos rives. C'est dans ce contexte qu'il s'est mis à écrire. Il s'inspire de son village natal pour romancer la vie d'antan. Sa plume est descriptive et on semble plonger dans une œuvre au style étoffé. Les phrases sont longues, souvent près de la poésie. Louis Bernard prend son temps pour narrer. Ça s'entend, ça se dessine sur les pages. Sa partenaire de vie qui corrige ses textes lui demande souvent d'être plus direct, mais peu importe. L'artiste a son genre et il me fait plaisir de vous introduire au monde de Louis Bernard. J'ai fait mon cours classique à Gaspé et j'ai toujours aimé la littérature et j'ai bien sûr connu ma région ici. Et je restais quand même avec, entre autres, le besoin à un moment donné d'écrire sur mon grand-père Vigneault. J'avais connu mon grand-père Vigneault, comme j'avais 7 ans lorsqu'il est décédé. Et quand ils ont défait la vieille maison pour faire l'hôpital de Maria, avec mon frère, on est allé, puis on savait, maman nous avait déjà donné des poèmes que mon grand-père avait faits. Et on savait qu'il y avait des papiers, des vieux papiers. On a trouvé beaucoup de ces poèmes là-dedans, des vieux papiers écrits, des lettres qu'il avait écrites à ma grand-mère en 1882, quand il était en amour avec elle. Et puis ça s'est continué jusqu'en 1939. Il est mort en 1945, mais j'avais des poèmes jusqu'à 1939, écrits de sa main toujours. Et très belle chose. Donc, j'avais l'idée de me mettre à écrire à un moment donné pour conter l'histoire de mon grand-père qui me paraissait intéressante et surtout d'essayer de l'émailler de ses poèmes. J'ai écrit et signé Jean de la Grève. Lui, il signait ses poèmes souvent, Jean de la Grève. Alors je me suis dit, je vais prendre cette expression-là pour faire le titre du livre. Et j'ai continué donc à écrire. J'ai fait lire mes premiers jets à Hélène, qui est un peu comme ma critique là, au premier niveau. Et elle m'a fait beaucoup de commentaires, beaucoup de critiques. Puis j'ai repris ça, retravaillé, et j'ai renvoyé ça maintenant à une douzaine de lecteurs. Comme je vous le disais, des lecteurs souvent c'est des lecteurs de 18 à quasiment 98. Alors, j'avais des gens de tout âge et c'est intéressant de voir les commentaires. Et à partir de là, mais là, j'ai écrit la formule finale. L'ancien réalisateur de Radio-Canada m'a demandé d'utiliser le terme, l'histoire d'amour entre mon grand-père et Maria, qui sort du roman, pour faire un épisode du Canada en amour qui était fait pour Radio-Canada et par les studios de Vic Pelletier. Nouvellement mariés, Jean Vigneault et Maria Green arrivent à Maria, en Gaspésie. Ah, viennent ces moments où notre amour s'embrase et comble pleinement nos plus profonds désirs, dérobant sans répit nos sublimes extases pour en faire à jamais d'immortels souvenirs. Dans cette docu-fiction qui a été faite qu'on a appelée Quand on n'a que l'amour, Paul Hébert lit un poème comme étant le poème de Jean de la Grève, mais c'est un de mes poèmes. Et je dis souvent à Hélène, trouve-en un qui va te faire des poèmes puis qui vont te les faire lire par Paul Hébert. Parmi les poèmes de mon grand-père, il y avait beaucoup de... C'est un spécialiste de l'acrostiche. J'ai un de ces acrostiches qui me touche particulièrement, c'est celui qu'il a fait lors de ma naissance, sur le nom de maman, qui s'appelait Marie-Paul. C'est mignon bébé au frais visage, rondelet et tout potelé. Il est déjà, ma foi, je gage, en train de tout réglementer. Pour lui, papa, maman s'inquiète, avec sollicitude, il guette. Un petit cri, un mouvement. Le plus gentil, le plus charmant est pour le sûr ce monsieur Jean. Alors, ce monsieur Jean, c'est à moi. C'est des Vigneault qui sont
Son père Vital, mon arrière-grand-père, est parti des îles de la Madeleine le 8 novembre avec sa famille et tout ça, là, en 1872, pour s'en aller à Pointe-aux-Esquimaux, Havre-Saint-Pierre. Vous imaginez traverser en goélette la famille avec une autre famille, probablement dans les cales, un cochon, puis une vache ou un veau ou des poules, pour s'en aller s'installer et passer l'hiver là. Tout ça parce qu'ils voulaient quitter les îles de la Madeleine. Suite à la déportation des Acadiens, il y avait des Acadiens qui s'étaient retrouvés aux îles de la Madeleine et ils ont découvert à un moment donné que les îles avaient été données à un dénommé Coffin et qui avait le droit de les déporter à une autre fois et qu'il pouvait charger des taxes aux occupants des îles de Madeleine. Fait que il y a eu plusieurs qui ont décidé de laisser les îles et de s'en aller puis développer la terre de Caïn, qui était la côte nord, et pour rester là pour faire d'abord la pêche. Et c'est dans cet épisode-là que mon arrière-grand-père est parti avec ses enfants, sa famille. Placide Vigneault, que vous voyez au musée de la Gaspésie, un grand bonhomme, c'était le plus vieux frère de mon grand-père, mais mon grand-père est né à Havre-Saint-Pierre, il était le dernier de la famille. Est-ce qu'on en parle dans le Chant de la Grève de Havre-Saint-Pierre? Ben oui, oui. On parle du voyage des îles de la Madeleine à Havre-Saint-Pierre aussi, oui. et on vient voyager jusqu'à Maria? Oui, à Maria, c'est après, mon grand-père est venu faire son cours classique à Rimouski grâce à un père missionnaire qui l'avait pris comme un peu comme un enfant adopté parce qu'il était orphelin de son père, puis il avait 9 ans. Et alors, il l'a amené à Rimouski faire son cours classique et espérant qu'il prendrait la soutane. Il n'a pas pris la soutane et il a suivi un peu le missionnaire pour finalement aboutir à Maria. Parce que l'abbé Pyrrhus, qui était ce missionnaire-là, faisait aussi du missionnariat alentour de la Gaspésie. Et c'est comme ça que mon grand-père s'est retrouvé à Maria. Le deuxième roman, on rentre dans quel genre d'histoire? Le deuxième roman, c'est une histoire d'abord des gens de Maria. En 1937, les types de Maria, les hommes de Maria étaient reconnus pour aller comme hommes de terrain, pour aller avec les arpenteurs, tracer les lignes des méridiens et de toutes ces choses-là. Il faut penser que le Québec, qui est comme le Canada, n'était pas complètement cartographié. En fait, donc, les arpenteurs allaient faire des runs, comme on disait, pour faire vraiment de la cartographie de tout le territoire. Et en 1937, il y a une équipe de 15 hommes qui, après avoir fini leurs travaux, devaient attendre l'avion qui viendrait les chercher sur les glaces. Il était à une centaine de milles de la baie James. Ils devaient compter sur une cache de nourriture qu'on aurait dû leur apporter en cours de route. Et la nourriture a été placée à la mauvaise place et ces hommes sont restés 6 semaines sans nourriture, sans instrument de quoi que ce soit, pas de téléphone dans le temps non plus. Alors, dans le sud, ici, on croyait que les gens étaient corrects, qu'il y avait de la nourriture, puis qu'ils allaient revenir. Alors, on est allé les chercher au début janvier. Il était certains proches du décès quasiment. En fait, il avait survécu en ramassant un écureuil ici, une perdrix là, ou ce qu'il pouvait trouver pour 15 hommes. Ça, c'est votre deuxième roman, c'est ça le raconte deuxième ça. roman, et j'ai associé à ça un personnage plus romancé, inventé, qui cherche sa mère parce qu'il était comme un enfant orphelin, comme on les appelait dans le temps des bâtards, mais un enfant orphelin où la mère était allée accoucher d'une grossesse hors mariage, si on veut, avant le mariage, aux États-Unis, et qu'il cherchait sa mère, il savait qu'elle venait de Maria,
et il est allé avec les gens d'arpentage pour essayer de la retrouver. Les gens de Maria étaient des gens qui naviguaient facilement ici, donc ils s'orientaient assez bien, comme l'ensemble des Gaspésiens. Mais de plus, l'arpenteur officiel du Québec, ça c'était un poste nommé dans le temps, et était un type de Maria. Cet arpenteur-là, bien sûr, facilitait l'embauche des gens de Maria pour aller avec les arpenteurs. Et c'est un peu ce qui fait que pour les gens de Maria, pour les hommes de Maria, c'était un peu une bénédiction. Ils s'en allaient 3 mois, ils étaient bien payés, ils étaient nourris, logés, puis ils ne pouvaient pas brûler leur argent à nulle part, là. Alors ils revenaient avec le magot. C'était pas facile pour les familles, mais c'était la run d'arpentage de 3 mois, 2 mois et demi, 3 mois, et le père arrivait avec le magot. Donc, on pouvait en même temps continuer à faire instruire les gens de Maria. Ce qui fait qu'à Maria, sans chauvinisme, il y a quand même, depuis longtemps, une tradition un petit peu plus culturelle, en le fond. C'est pour ça que vous trouvez beaucoup il y a eu beaucoup d'écrivains qui sont venus de Maria. Il y a eu des personnages célèbres qui sont venus de Maria, que ce soit des artistes. Et ça vient pas mal de cette possibilité qu'a donné l'arpentage de développer la formation de ces enfants et l'éducation particulière qu'on a pu leur donner grâce à ces moyens-là. Le troisième, c'est encore le retour de quelqu'un quelqu'un qui revient à Maria, mais là, c'est un personnage féminin qui va être taxé solide par sa communauté. Parlez-nous un peu de la noune et non la nonne. C'est bien la noune. Mais la noune, ça, il fallait écrire sur la noune, parce que la noune, c'est une guitée, d'abord. C'était la cousine de ma grand-mère. Ma grand-mère était une guitée. Et la noune était la cousine de ma grand-mère. Elle était la plus vieille de cette famille-là. Elle est rentrée, elle était de famille, de bonne famille. Son père avait été député fédéral. La noune, donc, était la plus vieille, une fille brillante avec beaucoup de talent et qui, pour toutes sortes de raisons, j'en ai mis certaines là-dedans que j'ai en partie inventées, mais il y avait probablement des choses du genre qui grenouillaient en dessous. Elle est allée faire son cours chez Ursuline et finalement, elle est entrée chez Ursuline à 17 ans, entrée en communauté. Et elle a continué là-dedans, elle était certainement une fille avec beaucoup de talent, puis elle a travaillé dans la communauté, enseigné beaucoup, et à un moment donné, elle a voulu essayer de prendre les commandes. Puis elle était probablement trop avant-gardiste, et l'ensemble de la communauté à Québec n'a pas voulu la nommer. Et dans le temps, c'était très facile d'entrer à Saint-Michel-Archange ou à Robert-Gifford ou à Saint-Jean-de-Dieu. Puis on avait juste besoin de la signature d'un curé ou d'un maire, puis on pouvait être interné pendant la vie, quasiment, dans ces instituts psychiatriques. Ce n'était pas dans le temps des instituts psychiatriques, c'était des asiles de fous. Oui, c'est ça qu'on appelait ça. Alors, la communauté, pour s'en débarrasser comme il faut, ont décidé qu'elle était folle. Et ils l'ont fait interner à l'asile à Québec en 1927. Ça faisait près de 30 ans qu'elle était chez les Ursulines. Et elle a été internée et 1 an après, laïcisée, c'est-à-dire démise complètement, elle n'était plus reconnue comme une Ursuline. Et là, la mère, qui était veuve et qui était ma tante Madeleine, comme on l'appelait, mais qui était Madame Guité, elle est allée chercher Léa. Et Léa, la noune, on l'appelait la noune parce que c'était dérivé de nonne, bien sûr, mais ça la faisait encore plus rager. Pas que dans le temps, le mot noune avait nécessairement la même connotation coquine qu'aujourd'hui, mais ça faisait pas son affaire quand même de se faire appeler la noune. Et nous, on en profitait. On lui criait noune partout, aussitôt qu'on la voyait, puis elle voulait essayer de nous contrôler,
mais on se sauvait, puis c'était à qui ferait le plus rager la noune, dans le fond. Alors, c'est un peu ce que j'ai voulu rappeler, en prenant comme tactique cette fois-ci de dire, bien, je vais faire comme un chroniqueur qui fait certaines chroniques sur Maria, et je vais faire réagir la noune dans son journal, pour l'amener, là encore, à se présenter elle-même. Parce que c'est pas facile de présenter quelqu'un qui peut être sujet à différentes critiques. Donc, j'aime mieux faire parler mes personnages et les faire se présenter. Parce qu'elle avait été expulsée de Québec, elle a été reniée par sa communauté et elle revient chez elle et elle va subir le joug encore. Ah oui, c'est sûr. Puis elle était aussi bien le curé ou les curés qui se sont succédés, la noune, c'était à qui peut faire le pire coup à la noune. C'était à peu près la situation dans laquelle elle a vécu. Vous savez, est-ce qu'on peut vous demander comment elle a fini ou il faut lire le livre? La noune, elle a fini, elle est morte. Sa mère est morte à 104 ans. Elle vivait avec sa mère. Sa mère est morte en 58 à 104 ans. Je me rappelle parce que je suis allé moi-même comme jeune, dans la vingtaine, me remettre la mère de la noune dans son lit parce qu'elle était tombée en bas de son lit. Mais la noune est morte 3 ans après d'un cancer du sein assez important. Quelle histoire! Et vous nous préparez quoi? Est-ce que vous avez un autre sujet qui pourrait vous inspirer un 4e roman? Oui, j'en ai commencé un 4e. Ça va pas aussi vite que les autres, mais j'ai des idées et je pense que ça va m'amener encore à parler de la région ici, mais peut-être plus à ce moment-là sous le volet des activités de pêche et des activités alentours, puis je pense que je vais trouver quelque chose. Mais je ne vais pas vous donner tous mes cues. Loin de cette littérature, à l'autre bout de la baie, un homme écrit sur l'actualité, avec humour et style aussi. Journaliste de métier, grand voyageur devant l'éternel, le chroniqueur n'a pas sa langue dans la poche. Il se moque, colore la vie et décide de poser ses pénates près de Chandler. Il part son propre journal. Indépendant d'esprit et de position, son journal est à son image. Roger Clavet, éditeur du Fou de Bassan, s'est donné au jeu de l'interview, lui qui normalement est celui qui pose les questions. Le Fou de Bassan, c'est une idée de fou. Au départ, j'ai une formation en journalisme. J'ai fait donc du journalisme, j'ai fait des communications, j'ai fait de la politique. Et tout ça mis ensemble, je voulais venir travailler en Gaspésie. Puis on le sait, les jobs, ils sont rares. Il faut parfois les créer. Faisons un journal. Puis on va l'appeler comment? On s'est regardé, mon fils et moi, on n'avait rien devant nous. Puis on s'est dit, il y a ces oiseaux de mer en face de chez nous qui plongent pour leur subsistance. Le nom était trouvé, le Fou de Bassan. C'est comme ça qu'est née l'idée d'un journal pour la MRC du Rocher-Percé. Vous vous êtes lancé donc dans une ère où est-ce qu'on coupe les instances de développement régionaux, ou est-ce que justement il y a d'autres médias qui doivent fermer? Vos partenaires, c'est le privé, vous allez chercher de la publicité pour parvenir à vos fins. Absolument. Puis au départ, on avait le choix, comme tant d'autres, d'aller chercher des subventions. On a refusé. On s'est dit non. D'abord, c'est très long, c'est très lourd. On s'est dit non, on va le faire. Si on gagne notre vie avec ça, ça sera à notre seul mérite, pas à l'appui des autres. Et ça nous rend, en plus, indépendants par rapport aux bailleurs de fonds. Donc, on l'a dit, on ne demande pas d'argent, mais on va faire le mieux qu'on peut. Et les premiers numéros, comme vous voyez, ça, c'était l'avant-première. On annonçait qu'on s'en venait. Il y a eu des petits trucs de marketing, de stratégie, parce que dans ces pages intérieures, il y avait des tas de commerçants qui nous appuyaient déjà et qui ne nous connaissaient pas, mais on leur a simplement demandé de poser devant leur commerce. Qui aurait dit non à ça? Donc, on avait déjà une stratégie marketing, mais on s'est dit qu'on était au service du communautaire et on a livré. On trouvait que dans la presse actuelle, on a un souci pour le milieu des affaires, mais le communautaire, c'est le parent pauvre. On n'en parle jamais, sauf quand ils peuvent payer pour une conférence de presse ou une assemblée générale annuelle. Puis c'est pas joyeux. Et à la suggestion de mon épouse, qui est le 3e larron dans l'histoire du Fou de Bassan, elle a dit, au lieu d'appeler ça le secteur communautaire ou le calendrier communautaire,
appelons ça ces gens qui nous font du bien. Ça change la couleur des choses. Que le sensationnalisme, là, on est entouré de ça. On a des crises identitaires, on a des problèmes qui se posent dans le monde, mais chez nous, trouvez-moi une burqa, puis je vous donne un premier prix. On parle de sujets qui ne nous touchent pas et on ne fait qu'alerter, épeurer les gens. Nous, on s'est dit, non, on ne rentre pas dans cette veine de sensationnalisme. Et au contraire, s'il y avait quelqu'un ici qui aurait une burqa, on irait la voir, puis on essaierait de poser des questions pour comprendre. L'idée, c'est pas de juger, c'est de dire le monde est à nos portes. Et quand on voit la démographie en Gaspésie, puis qu'on est une des régions les plus vieilles et les plus vieillissantes, bien, il faut miser avec le respect qu'on doit aux aînés, de leur donner des services, mais c'est aussi de dire le monde est à notre porte et le monde s'en vient. Nous, on a pris fait et cause pour les nouveaux arrivants. Ça inclut des gens qui viennent de Belleuil, Montréal, Québec et d'ailleurs sur la planète, qui s'en viennent nous voir et qui nous apportent, qui ne prennent pas, ils nous apportent. Alors, ce parti pris-là en faveur des nouveaux arrivants, puisqu'on en est nous aussi, moi, ça fait 5 ans que je suis en Gaspésie, je suis un nouvel arrivant, et j'ai la prétention, j'ai un peu l'impression qu'on apporte plus qu'on prend, et dans ce sens-là, le journal est le reflet de tout ce que des nouveaux arrivants, avec leur œil nouveau, leur œil neuf sur les choses, on n'a pas le nez collé sur la vitrine, on voit des choses que les gens ne voient plus. Et quand on ouvre le Fou de Bassan, on sent la communauté, mais on sent qu'il y a autre chose aussi. Vous avez une ligne directrice, ou du moins un esprit qui enrobe là, ce journal-là. Comment vous pouvez le définir? 3 mots qui reviennent souvent, et c'est pas moi qui les ai inventés, on nous les a suggérés, mais pas ensemble. C'est un journal fou, drôle et intelligent. Alors, s'il est facile d'être fou et drôle, c'est rare d'être fou, drôle et intelligent en même temps. Le journal, c'est la somme de ce qu'apporte mon fils, de ce que j'apporte, ce que ma femme apporte, et tous les gens qui croient au côté positif des choses. Alors, on n'est pas un journal négatif, et bien sûr qu'il y a des nouvelles qui sont moins réjouissantes, puis on n'est pas un journal jovialiste qui va montrer seulement le beau côté des choses. Il nous est arrivé de dénoncer des situations, l'assurance emploi par exemple, les abus de l'assurance chômage dans le domaine des poissonneries. Tout le monde savait, mais personne n'avait osé le faire. On l'a fait en présentant le point de vue, en se disant, nous, on n'a pas de point de vue autre que celui de dire, il y a quelque chose qui va mal. On va en parler, même si ça ne sent pas bon. On en a parlé. Il y a d'autres fois, c'est au contraire très positif. On a eu des unes très audacieuses. On a parlé des travailleurs de la construction qui apportent au tourisme ici, bon an, mal an, des millions de dollars de retombées. Mais c'est comme si on les prenait, on les tient pour acquis. Ils viennent, ils n'ont pas d'autre endroit à aller dans le monde. C'est pas vrai. Il y a plein de destinations touristiques autres que la Gaspésie. Donc, on voulait arrêter la machine puis les remercier, leur souhaiter bonnes vacances, puis de montrer les travailleurs de la construction, puis aller voir que malgré tout, malgré le peu d'offres touristiques qu'on a en hiver, par exemple, ils reviennent. Donc, on signale des choses qu'on ne voit plus et les gens nous remercient. Et le succès du journal, c'est incroyable parce que c'est pas en termes d'argent, on n'est pas riche, on vit de notre publicité. Mais tant les annonceurs que la communauté, les gens nous disent « Wow, voilà quelque chose de rafraîchissant. » Puis nous, on dit fou, drôle et intelligent. On a des pigistes qu'on a trouvés un peu partout parce que des gens s'offrent d'eux-mêmes à participer. Ce sont des photographes, ce sont des gens qui voyagent à l'international, qui nous envoient des reportages dans le monde en disant, bien, pendant que je suis là, on va faire écho. Alors, apprivoiser l'ailleurs, ce sont des gens d'ici qui, à l'occasion d'un stage, d'une formation, d'un voyage à Compostelle, nous donnent échange avec la communauté. En Gaspésie, voilà un milieu où on peut tenter bien des choses. Et c'est ce qu'on fait avec le journal, faire des unes à l'envers. C'est audacieux, vous ne retrouverez jamais une une à moins d'une erreur. Nous, ce n'était pas une erreur, puis ça disait, il y a eu des compressions qui ont mis la Gaspésie à l'envers. Et quand le lecteur tournait, parce qu'il cherchait le sens de la photo, il disait, merci de nous remettre à l'endroit. Alors, il y a la folie, encore les mêmes traits de caractère. Donc, un journal qui présente des points de vue, je pense, une approche différente. Et là, on vient de lancer un nouveau journal dans le journal qui s'appelle Le PDG, Port Daniel Gascon, qui va graviter autour de la machinerie, l'équipement lourd, le travail manuel, évidemment,
rayonnant autour de la cimenterie. Ça va être très délicat aussi de faire un petit cahier, si vous permettez, PDG, autour de la cimenterie, parce que c'est quand même, c'est une industrie qui est très, très forte. Alors, comment vous allez faire pour garder votre ligne de pensée à vous, votre originalité à travers peut-être des demandes du secteur qui gravitent autour de la cimenterie? Bien, je pense parce que tant qu'on fait la promotion du développement économique pour créer de l'emploi, bien, il n'y a pas personne qui va nous reprocher de vouloir créer de l'emploi. Et en même temps, s'il y a des voix discordantes, des gens qui disent, ben moi, je trouve que ça fait de la poussière, puis je trouve que, on va le dire, dans la proportion. Je veux dire, c'est un petit peu le rôle d'un journal équilibré, ce qu'on essaie de faire malgré notre folie. C'était notre deuxième abécédaire. J'espère que vous avez apprécié. Nous continuons de chercher pour vous les auteurs, les hommes et des femmes de lettres. Ils sont nombreux sur le territoire et nous vous en présenterons encore. Au plaisir.